Parfait. Eh bien, bonsoir à tous, chers amis. Normalement, je vais essayer de ne pas trop vous lire, mais voilà, ça me fait plaisir de vous retrouver pour une conférence. Ça va enfin nous permettre de changer de sujet et de changer d'air pour certains, d'éviter de parler voilà, de notaires et d'héritage en indivision. Voilà, on va revenir à des sujets un peu plus intéressants. Et donc ce soir, à défaut de ce personnage mystère dont je garderai le nom secret, nous allons parler d'un personnage breton. Voilà, parce que la Bretagne, c'est vraiment fantastique. C'est pour faire plaisir à Vangelis et à Francis. Ce soir, on va revenir sur un personnage connu, donc Bertrand du Guesclin, et on va essayer de voir, au long de notre enquête, en quoi du Guesclin illustre le nouveau rapport à la guerre qui apparaît au XIVe siècle, dans un contexte de reconquête effectué par Charles V de 1364 à 1380, qui, petit à petit, au cours de cette reconquête, va reprendre le territoire qui a été cédé aux Anglais suite au désastre de la bataille de Poitiers. Et donc, du Guesclin illustre à la fois la question complexe des compagnies. Je vais y revenir au long de la conférence. Donc ces espèces de bandes de nobles désargentés qui, une fois leur solde impayé, se faisaient vivaient sur le pays. Et d'un autre côté, on va voir que le cas du Guesclin est intéressant puisque de par son ascension sociale, il va nous permettre de mieux comprendre justement les dynamiques, les rapports sociaux au XIVe siècle. Donc là, j'espère que vous m'avez entendu. Mais au cours de la conférence, je vais essayer d'être assez court, de ne pas être trop long, parce que ce n'était pas la conférence que je voulais faire à la base. On va essayer un peu de revenir sur cette période-là. Donc, je vais alterner entre des parties plus de contexte et des parties plus centrées sur notre personnage du Guesclin, qui est un personnage breton de premier plan. Donc, le début, un peu pour planter le décor, on va essayer de revenir sur cette période du XIVe siècle, une période trouble, marquée à la fois par la peste et la guerre de Cent Ans. Donc, je vais revenir très brièvement sur la peste pour que vous ayez un peu une idée du saignement démographique que ça a entraîné. Donc, les sources documentaires, lorsqu'elles sont disponibles, elles nous confirment l'horreur de ce constat global, puisqu'on a, une peste qui frappe, peu importe, à la fois les villes et les campagnes, mais qui touche de manière, un peu plus forte les villes. On a également énormément de registres paroissiaux qui nous permettent de voir cette chute de population. On a l'exemple de la ville en Bourgogne, de Givry, je vais y arriver, qui, à une échelle assez petite, nous permet de mieux observer la courbe des décès, puisqu'en effet, au lieu de la trentaine de décès annuels en temps normal, donc des décès dus justement à l'évolution démographique d'un petit village normal, on a 649 dépouilles qu'il faut ensevelir en 1348, année où la peste frappe de plein fouet l'Occident chrétien. On a aussi les documents des monastères qui nous permettent de nous rendre compte de la saignée démographique. Je donne quelques exemples. On a 140 frères du couvent dominicain de Montpellier, on en a seulement 8 qui survivent à la peste noire. Tandis que dans le même temps, en l'espace d'une seule année, la population totale de la ville, donc de Montpellier, s'effondre de près de 40 000 à quelques 11 000 habitants en une année. En rupture totale avec les décennies précédentes, l'évolution démographique de Montpellier à la fin du Moyen-Âge amorce, avec l'épidémie et ses répliques, un déclin durable et profond qui la transformera en l'espace d'un siècle et demi, donc ce qui est quand même assez court, de ville florissante, puisque Montpellier était une grande ville du sud-est français, en gros bourg d'à peine 5000 habitants. Donc, pour vous donner un peu une idée de cette saignée démographique qui parcourt une partie du royaume de France. J'espère que vous m'entendez bien. Je donne un autre exemple qui est un peu plus proche de chez moi. Entre 1345 et 1375, Périgueux perd environ le tiers de sa population et Aix-en-Provence 2 fois plus. Et ce constat n'est pas uniquement limité au royaume de France. On a par exemple des saignées démographiques dans la ville de Gand en Belgique, mais également à Florence. Donc c'est vraiment un constat, un fléau qui touche tout l'Occident latin. Voilà. Donc ça c'est un peu le contexte épidémiologique. Voilà, il y avait une épidémie, il n'y avait pas de masque à l'époque, mais les gens ont réussi à survivre. Maintenant, on en vient un peu au contexte qui va vraiment nous intéresser, c'est le contexte de ce conflit dynastique qui s'amorce entre la France et l'Angleterre et qui, vous allez le voir, va avoir des répercussions sur la Bretagne et donc sur du Guesclin, puisque du Guesclin est issu d'un lignage breton, de la noblesse bretonne, et vous allez voir que les deux conflits dynastiques sont entremêlés. Donc je vais la rappeler assez brièvement, mais ce qu'il faut retenir, c'est que en 1328 meurt Charles IV le Bel, donc le troisième fils de Philippe le Bel, c'est son troisième et dernier fils, et ce dernier, donc Charles IV le Bel, n'avait pas de descendant mâle, de même que ses frères et prédécesseurs Louis X le Hutin et Philippe V le Long. Et donc, les deux successions précédentes avant Charles IV, donc ses deux frères et lui-même, avaient écarté de fait, et sans justification ni théorique ni juridique très développée, ces successions avaient écarté de fait la descendance féminine de Philippe le Bel. Et donc, pour passer le flambeau au fils de Philippe le Bel,
Et donc, c'est ce qui va se reproduire en 1328, où les grands du royaume vont préférer choisir quelqu'un qui est donc né du royaume, le cousin de Charles IV, donc Philippe, comte de Valois. Et ce Philippe, comte de Valois, c'est le fils du frère de Philippe le Bel. Et en fait, il est choisi alors qu'il a 35 ans, mais il est choisi surtout parce qu'il est né du royaume. Et comme vous le savez bien, Édouard III d'Angleterre va dire oui, mais moi, par ma mère, je suis petit-fils de Philippe le Bel. Donc je suis un descendant mâle de Philippe le Bel. Et techniquement, ça n'est pas faux, mais comment dire, suite à l'intronisation de Philippe VI, pardon, Édouard III va reconnaître son statut de vassal à Philippe VI, et donc ça va un peu entériner cette querelle. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que cette justification n'avait pas vraiment d'assises juridiques très développées, puisqu'on a l'exemple, notamment en Béarn, mais ailleurs dans d'autres royaumes, ça se faisait aussi, où on considérait que la femme faisait le pont entre les différents hommes d'une même lignée, c'est-à-dire que la femme n'héritait pas en tant que telle, mais elle servait pour hériter, enfin pour justifier l'héritage à son fils. Donc en Béarn, c'était une coutume qui se faisait dans la noblesse béarnaise. Voilà. Le conflit, il n'est pas que dynastique. Je pense que pour ceux qui connaissent le sujet, vous savez que la querelle dynastique, c'est un prétexte. L'une des grosses pierres d'achoppement de relations entre les deux rois, donc Philippe VI, le Valois d'un côté, et Édouard III de l'autre, c'est la Guyenne, qui est un peu la pierre d'achoppement entre les deux souverains, puisque vous savez que c'est un lointain héritage du moment, lorsque une partie du sud-ouest est passée sous le contrôle des rois d'Angleterre par Aliénor d'Aquitaine. Donc, vous savez que c'est une querelle qui est un peu dans les cartons depuis longtemps. J'espère que vous m'entendez bien et qu'il n'y a aucun problème. Bref, j'espère que ça va à peu près. On en vient maintenant à cette crise de Bretagne. Donc, j'espère que vous avez à peu près compris. Bon, là, je l'ai rappelé à grands traits parce que je suppose que vous avez au moins vaguement des lointains souvenirs de cette querelle de succession. J'espère que vous m'entendez bien, notamment. N'hésitez pas à me mettre un message parce que là, je suis pendu à vos oreilles. Voilà. On en vient maintenant aux répercussions donc, de ce conflit dynastique qui va se transformer très vite en conflit guerrier, et je vais y revenir après sur l'évolution militaire, que ça va être intéressant et que Du Guesclin joue un rôle de premier plan dans cette évolution militaire. Mais il y a ce conflit dynastique entre les Valois d'un côté, qui sont la branche cadette des Capétiens et qui vont devenir la nouvelle branche régnante en France, et Édouard III d'Angleterre de l'autre côté, qui lui aussi a des visées dynastiques sur le trône de France, mais surtout des visées territoriales, liées à la Guyenne et aux territoires qui, historiquement, ont appartenu au roi d'Angleterre. Merci Plastic Man. Mais donc cette crise de succession, elle a des répercussions dans une autre crise de succession, la crise bretonne. Donc, le 30 avril 1341, le duc Jean III le Bon, donc le duc de Bretagne, a rendu l'âme, au terme d'un règne inscrit tant bien que mal dans la lignée politique équilibrée de ses prédécesseurs, c'est-à-dire essayer de maintenir l'indépendance du duché et de jongler entre les grands qui environnent le duché, donc le roi de France et le roi d'Angleterre. Mais cependant, ce duc Jean III le Bon expire sans le moindre enfant pour hériter du duché, et donc il remet la dévolution de la Bretagne à la concurrence de sa nièce Jeanne, qui est la fille de son frère Guy de Penthièvre, mais son frère est déjà mort, et de son demi-frère Jean de Montfort. Et Jean de Montfort, lui, il est issu d'un deuxième mariage du père de ce Jean III, Arthur II. Donc, à la mort de Jean III, il y a sa nièce Jeanne et son mari Charles de Blois, qu'on va croiser juste après, et le demi-frère donc du duc mort, Jean de Montfort, qui vont s'affronter pour le duché de Bretagne. Bref, et étant donné que le duc Jean III, lorsqu'il meurt, il n'a jamais vraiment tranché entre ses deux héritiers, eh bien ça envenime un peu la situation. Mais en fait, le sort de la Bretagne, il se joue aussi au niveau des alliances matrimoniales, puisque depuis 1337, la Jeanne, qui est la nièce du défunt duc, donc la Jeanne de Penthièvre, est mariée à Charles de Blois. Et Charles de Blois, c'est le frère cadet du comte de Blois, et c'est le neveu de Philippe VI par sa mère, Marguerite de Valois. Donc en fait, le mari de l'héritière de la duchesse de Bretagne a des liens de parenté assez forts avec l'actuel roi de France. Donc, en fait, vous avez compris que via ces alliances matrimoniales, Jeanne de Penthièvre va un peu représenter le parti français dans cette guerre de Bretagne. Et Jean de Montfort, lui, étant donné que Jeanne de Penthièvre et son mari ont l'appui du roi de France, lui, Jean de Montfort, va se replier sur l'alliance avec l'Angleterre. Et donc, il va un peu être dans ce qu'on appelle géographiquement la Bretagne bretonnante. Bref. Et donc, vous voyez que le conflit dynastique entre France et Angleterre a des répercussions directes sur le conflit interne au duché de Bretagne. J'en viens maintenant à notre personnage du jour, Du Guesclin. Je vais essayer d'être assez bref parce que je ne voulais pas faire la conférence sur lui à la base parce que c'est pas quelqu'un qui me fascine, mais vous allez voir que j'ai quand même réussi à trouver des éléments intéressants. Donc en gros, Du Guesclin,
Vous allez le voir au cours de la conférence. Je vais citer plusieurs chroniqueurs pour essayer de faire un peu un balayage de tout ce que les sources peuvent nous dire, mais je vais essayer d'être assez succinct. Donc du Guesclin, on a du mal, enfin comment dire, son contexte, sa naissance, ses premières années sont assez floues. Les sources sont un peu brodent un peu autour de sa naissance. On sait à peu près qu'il naît au début des années 1320. Et les premiers épisodes de sa vie ne sont connus que par Cuvillier, donc il y a un chroniqueur, mais Cuvelier, lui, en fait, il permet, comment dire, la manière dont il dresse l'enfance de Bertrand, c'est un peu pour forger sa légende dès l'enfance. Donc, il nous le dépeint comme quelqu'un d'assez laid physiquement et psychologiquement, mais quelque part, cette laideur physique, c'est une manière de mieux faire ressortir sa vertu et surtout sa hardiesse de guerrier. Donc, dès le début, en fait, Cuvelier, dans sa chanson en vers, il y a l'idée de, un peu comme si c'était un mythe, soit arthurien, soit antique, vous choisissez, mais l'idée de déjà dès les défauts de son enfance, avait un lien avec sa destinée future qui allait être glorieuse. Donc je passe un peu vite fait là-dessus. Bref. Donc du Guesclin, il commence un peu sa carrière, donc il est descendant d'une petite famille de la noblesse bretonne. Il se fait remarquer dans les tournois de Rennes, et l'une de ses devises, donc, qui est encore une fois dans la chanson de Cuvelier, donc qui est une œuvre écrite a posteriori, Cuvelier fait dire à Bertrand du Guesclin à l'issue d'un tournoi à Rennes, puisque Bertrand il le dépeint comme quelqu'un d'assez bagarreur, il lui fait dire mais puisque je suis laid, je veux être hardi. Donc voilà, c'est un peu ce que je vous disais, forger la légende dès la naissance. Et donc du Guesclin, il commence sa carrière comme humble chef de bande, et donc voilà, il va un peu mener la guerre de Bretagne de son côté, et donc il l'amène du côté de Charles de Blois, donc du côté pro-français. Donc en gros, je passe un peu là-dessus, mais j'avais écrit comme quoi énormément d'auteurs a posteriori avaient un peu glosé là-dessus, comme quoi c'était dès le début, il était pour le roi de France parce que c'était son destin et que etc. Bon, je passe un peu là-dessus. Bref. Donc en fait, ce qu'il faut retenir principalement, c'est que les jeunes années, les premières années du Guesclin sont vraiment très mal connues et les seules sources qui en parlent ne le font pas sur un ton historique, mais plutôt sur un ton littéraire. Donc c'est vraiment l'idée de broder le portrait d'un héros. Donc je vais un peu vraiment passer là-dessus, même si j'avais écrit là-dessus, c'est pas le plus intéressant. Par contre, les sources, on arrive à les faire parler, elles sont à peu près sûres puisque toutes nous dépeignent un Bertrand du Guesclin qui s'investit corps et âme dans les premiers combats de la guerre de succession de Bretagne. Donc en fait, Jean de Montfort se fait emprisonner fin 1341 après le siège de sa capitale par le futur Jean le Bon. Donc Jean le Bon, le roi de France, hein, pas le défunt duc de Bretagne. Et en fait, suite à cet emprisonnement de Jean de Montfort, donc c'est un peu le parti de Charles de Blois, donc le parti pro-français qui a gagné. Et on a ce qu'on appelle l'arrêt de Conflans-Sainte-Honorine, où en gros, c'est un peu la cause de Charles de Blois qui va l'emporter. Donc Charles de Blois, il entreprend la reconquête systématique des villes tenues par les Montfortistes, donc par ceux qui soutiennent Jean de Montfort, donc des villes comme Rennes, Vannes, Edmond. Et Jeanne de Flandre, elle est retranchée derrière les murs d'Hennebont, et elle oppose une résistance acharnée, organisant elle-même la défense de la place, galvanisant ses partisans, en leur exhibant son fils Jean, héritier du prétendant malheureux enfermé au Louvre. Donc là, je récapitule au cas où vous n'avez pas compris. Donc Jean de Montfort, qui est le pro-anglais, se fait capturer, et sa femme Jeanne de Flandre, pas Jeanne de Penthièvre, organise elle-même la résistance, et elle réussit à se faire exfiltrer outre-Manche par les troupes du roi d'Angleterre Édouard III, et donc elle lui a promis l'allégeance de la Bretagne. Et donc c'est entièrement à la cour d'Angleterre que va être élevé le futur duc de Bretagne, Jean IV, donc le fils de ce Jean de Montfort. Voilà. Et en fait, Édouard III, lui, il va surveiller de très près Jean IV, il va l'élever à sa cour, il va même éloigner un peu sa mère, qui va surnommer Jeanne la Folle, parce qu'il estime que, bon, on ne sait pas si elle était vraiment folle, mais on se doute que c'était une stratégie politique d'Édouard III pour un peu l'éloigner et un peu utiliser Jean IV comme un jouet politique et le renvoyer en Bretagne une fois son éducation achevée pour qu'il serve un peu de comment dire, de fauteur de troubles au service de l'Angleterre. Mais donc c'est dans ce contexte un peu confus et indécis de guerre de siège où les villes sont prises et reprises et qui caractérise énormément cette période qu'on a appelée la guerre de 100 ans, mais qui est un peu, vous avez vu, plus complexe que ça. Eh bien, c'est dans cette période un peu confuse de guerre de petites bandes qu'apparaît Bertrand du Guesclin. Donc en fait, certains biographes le signalent dès le début de 1342 parmi les armées de Charles de Valois, assiégeant les villes de Rennes et de Vannes pour les reprendre aux partisans de Jean de Montfort. Non, je crois que j'ai fait une erreur. Charles de Blois, pardon, excusez-moi. Donc on a un historien, Paul Hay du Châtelet, qui le mentionne au siège de Rennes par Charles de Blois comme première manifestation publique de du Guesclin. Bref, je m'éloigne un peu parce que j'ai quand même beaucoup écrit sur des considérations. Je vais un peu passer là-dessus. Bref.
Ce qu'il faut retenir, c'est que du haut de ses 20 ans à peine dépassés, voire de ses 18 ans au juste, parce qu'on n'est vraiment pas sûr de sa date de naissance, on a un Bertrand du Guesclin qui, par-delà la confusion des sièges, mène sa vie de jeune guerrier en Bretagne et qui commence à se faire une certaine popularité. Alors, on a plusieurs informations qui nous indiquent que, pour essayer un peu de vous donner des éléments de comment dire, pas de tactique, mais de composition de sa troupe, que lorsqu'il s'engage auprès de Charles de Blois, donc le parti pro-français, du Guesclin regrouperait une compagnie, donc une compagnie, vous avez bien compris que c'est un peu une assemblée, un groupe de guerriers, de nobles recrutés pour la guerre, mais qui, des fois, quand ils ne sont pas vraiment payés, deviennent un peu indépendants. Et sa troupe aurait regroupé jusqu'à 60 ou 70 compagnons, selon les cas, pour faire la guerre aux Anglais. Bref. Donc, c'est une troupe assez modeste au début. Et en fait, ce qui va vraiment, moi, m'intéresser, ce que je vais essayer de vous faire comprendre au cours de cette conférence, c'est que le mode de vie de Bertrand, donc des guerres de siège un peu courtes, des embuscades, des guerres de bande, c'est vraiment un mode de vie de compagnie d'aventure ou de compagnie de route. Et en fait, ces compagnies qui étaient, comme je vous l'ai dit, des bandes qui soit étaient recrutées, soit des mercenaires, soit des nobles recrutés pour la guerre, mais qui finissaient par vivre sur le pays et par exploiter le pays, radier les campagnes, s'en prendre aux petits nobles, aux châteaux, enfin déstabiliser la structure politique et économique des régions qu'il traversait, et bien en fait, Bertrand, son mode de vie est assez similaire à celui de ces mêmes compagnies. Ce qui est d'autant plus étonnant, enfin assez ironique, puisque au début des années 1360, il sera mandaté, entre autres par le roi de France Charles V, d'éradiquer ces mêmes compagnies. Et vous allez voir que c'est vraiment là que c'est un aspect assez intéressant, c'est que sa manière de faire la guerre, c'est à la fois une solution, mais en même temps, c'est un peu la source du fléau. Bref. J'en reviens un peu à la Bretagne. Donc, la situation, cette guerre civile bretonne continue, mais on va dire que Jean de Montfort, étant donné qu'il perd la vie le 26 septembre 1345, comment dire, la situation devient un peu, il y a une espèce de statu quo qui s'établit, puisque son fils Jean IV est en Angleterre auprès d'Édouard III, et donc il n'y a pas vraiment de, c'est pas qu'il n'y a plus de guerre, mais il n'y a plus de guerre avec les chefs de parti directement en présence. Bref. Mais cependant, contrairement à ce qu'on peut penser, cette disparition de Jean de Montfort et le fait que son fils soit en Angleterre ne va pas vraiment aller dans le sens de Charles de Blois, qui est donc le mari de Jeanne, qui est l'héritière, l'une des héritières qui aspire au trône, enfin au duché de Bretagne. Bref. En fait, Charles de Blois s'est fait battre à plusieurs reprises par les lieutenants généraux envoyés par Édouard III pour représenter son protégé, donc Jean IV, dans le duché de Bretagne. Et l'un de ces lieutenants de Édouard III, Thomas Dagworth, qui bat Charles de Blois une première fois le 17 juin 1345 à Cadoré et une seconde fois le 10 janvier 1347 à La Roche-Derrien, qui est une bataille assez sanglante et qui en fait, cette bataille va vraiment décimer le parti de Charles de Blois et va coûter la vie à énormément de hauts barons de Bretagne comme les Rohan, les Laval, les Rouget, les Châteaugiron, les Chateaubriand, etc. Bref, donc c'est vraiment presque un retournement de situation. J'en viens maintenant au contexte qui est un peu plus général, puisque là, ces années 1340 nous ont permis de mieux voir la situation en Bretagne. Maintenant, qu'en est-il de la situation dans le Royaume de France en général? Et vous allez voir qu'elle est loin d'être idyllique, puisque je pense que vous le savez déjà pour ceux qui connaissent un peu ce XIVe siècle assez flamboyant, mais je vais quand même rappeler des éléments assez, assez vraiment fondamentaux pour comprendre le contexte dans lequel on se situe. Donc le 26 août 1346, à l'issue d'une course-poursuite d'un mois et demi, parvenant enfin à intercepter à Crécy-en-Ponthieu la longue chevauchée de son adversaire, donc Édouard III, entre Seine et Somme, le roi de France Philippe VI a jeté la mêlée désordonnée et exténuée de ses quelques 19 000 hommes contre les 8 000 hommes d'armes aguerris, flanqués de presque 3 000 archers anglais d'Édouard III. Et l'histoire est bien connue, la chevalerie française va se piétiner face aux flèches de l'armée anglaise, et ce sont presque des milliers de morts, dont un certain nombre de grands noms, dont le roi de Bohême, donc l'actuel, l'équivalent de la République tchèque en termes de territoire, Jean l'Aveugle qui meurt, le duc d'Alençon qui est le frère du roi, le comte de Blois qui est le frère de Charles de Blois, le comte de Flandre Louis de Nevers et le duc de Lorraine. Donc c'est vraiment un carnage de la haute noblesse française et donc du roi de Bohême, Jean l'Aveugle. Et donc Édouard III profite de ce prestige de sa victoire à Crécy pour établir sa tête de pont à Calais qui va lui permettre d'élaborer plusieurs opérations militaires à travers la Manche. Et donc en cette fin d'année 1347, Édouard III apparaît comme le véritable maître du jeu sur l'échiquier breton. Et là, on va un peu évoquer ce qu'en disent les chroniqueurs de l'époque, donc Jean le Bel et Jean Froissart, Froissart qui est très connu, qui est un chroniqueur donc, du XIVe siècle.
Ces deux chroniqueurs ont allégué que la Bretagne représentait aux yeux d'Édouard III, je cite, la plus belle entrée qu'il pouvait avoir pour conquérir le royaume de France. Et vous allez voir qu'on peut nuancer un peu ce constat, puisque les historiens semblent plutôt considérer que l'engagement anglais en Bretagne, et ça va être important pour la suite, relève davantage d'un opportunisme politique et militaire mettant à profit l'incompétence et la maladresse des Valois, donc les actuels rois de France, et qui permettrait de transformer la péninsule, donc la Bretagne, en base arrière, voire en échappatoire, plutôt qu'en véritable tête de pont pour une invasion des territoires de Philippe VI. Et en fait, si l'on en croit la géographie des batailles et des sièges, les buts de guerre du roi d'Angleterre en Bretagne se concentrent surtout sur le liseré côtier de la Bretagne occidentale, dont le contrôle lui permet d'assurer la sécurité des mers et des convois maritimes entre Londres et Bordeaux, puisque comme on le sait, l'Angleterre dès cette époque-là est une grande puissance maritime et une grande puissance marchande. Donc la bonne sécurisation des ports et des routes maritimes est vraiment un élément primordial. Et d'ailleurs, si on est attentif à ça, on sait que c'est surtout la Normandie et l'Aquitaine qui vont servir de tête de pont aux guerres franco-anglaises plus que la Bretagne. La Bretagne qui va plus être un réceptacle des conflits entre Français et Anglais, plus qu'une tête de pont. Bref. En fait, c'est surtout aussi une question de moyens, puisqu'en fait, Édouard III, la victoire qu'il a remportée face à Philippe VI à Crécy, c'était une victoire tactique, mais aussi de chance, mais ça masque surtout un élément important, c'est que Édouard III, malgré cette victoire qui l'auréole de prestige, n'a pas les moyens concrets de financer une occupation militaire de la Bretagne, en fait. Et son mode de contrôle à lui, puisqu'il exerce un certain mode de contrôle sur la partie de la Bretagne qui l'intéresse, qu'il garde pour Jean IV, ce mode de contrôle, il s'appuie plutôt sur un maillage des places fortes qui sont confiées à des capitaines d'Édouard III qui vivent sur le pays. Donc ils vivent sur le pays soit par des tributs financiers, soit par la fourniture de biens de subsistance qui sont en gros un moyen d'acheter la paix pour les populations locales. Donc bref, je passe un peu là-dessus. J'en viens maintenant à notre cher ami Bertrand, qui continue sa carrière inlassablement derrière nous. Donc il entre en chevalerie dans ces années-là, et donc ça lui permet d'acquérir un statut assez respectable de chef de lignage. La seule chose qui manque à Bertrand, une fois qu'il obtient ce statut de chevalier, c'est un mariage. Étant donné qu'il a plus de 40 ans, il serait temps d'assurer sa descendance. Et Bertrand va se marier à Tiphaine, qui est la fille de Robert Ragnel, qui est l'un des héros bretons du combat des 30, qui est un peu une des légendes des guerres en Bretagne, où en fait c'est un peu le 30 guerriers d'un camp contre 30 guerriers de l'autre, et c'est ceux qui gagnent qui vont gagner la bataille. Bref, donc c'est un peu la fille d'un noble assez respecté de Bretagne, et ce mariage va permettre à Bertrand d'acquérir une certaine respectabilité. Cependant, il va très vite se marier avec une autre femme beaucoup plus jeune, puisque cette jeune femme, Tiphaine Ragnel, était assez âgée en fait lors du mariage. Bref. Et leur famille, d'ailleurs, les Ragnel et les du Guesclin sont assez proches. Ils avaient déjà des liens on va dire, d'amitié et même peut-être d'apparentement généalogique assez lointain. Donc c'est quand même une famille assez proche, qui est dans son entourage, exactement. Et donc, du Guesclin se remarie en 1374 à Jeanne de Laval, qui est plus jeune que Tiphaine Ragnel, qui vraisemblablement, selon les sources, aurait eu plus de 40 ans, donc c'est quand même assez qui mérite d'être souligné. Et Bertrand, fait assez intéressant, n'a jamais eu d'héritier légitime, que ce soit ni avec l'une, qui était assez âgée, donc ça paraît assez cohérent, ni avec l'autre. Il a eu des bâtards ici, à droite à gauche, notamment en Espagne, lors de son aventure espagnole, sur laquelle je ne vais pas vraiment revenir. Bref, je vais pas trop me lancer là-dessus sur les aventures conjugales de Du Guesclin parce que ça n'est pas le plus passionnant, mais nous allons continuer. J'en viens maintenant à un épisode assez important de sa carrière militaire, puisque là, je vous ai dit, bon, c'est gentil, Bertrand, il fait des sièges à Rennes, quelques guerres, un peu de razzia en Bretagne contre les Anglais. Bon, c'est sympathique, mais c'est pas vraiment ça qui lui a permis de se forger une réputation militaire de haut rang. Bref. Donc certes, il a aidé à la résistance de Rennes, etc. Bref. Mais il y a autre chose qui va un peu aider Bertrand à la fois à assurer sa postérité militaire et à la fois à défendre sa carrière tout simplement. Bref. Mais avant ça, je vais revenir sur d'autres éléments un peu de contexte. Donc, je vais aborder donc ici la bataille de Melun et le siège de Melun. Non, pas de Cran. On ne va pas en parler maintenant. Je vais maintenant revenir sur des éléments de contexte un peu plus généraux. Donc, vous le savez déjà sans doute, mais il y a une autre célèbre déroute française après Crécy. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que la bataille de Poitiers va vraiment être un vrai carnage, cette fois-ci encore pire que Crécy. Donc c'est Jean le Bon, cette fois-ci, qui est le fils de Philippe VI,
qui va totalement se faire berner à Poitiers, alors que son armée est largement supérieure à l'armée anglaise, encore une fois. Il va essayer de se défendre avec sa hache tant bien qu'il le peut, mais il va finir par se faire capturer par, non pas cette fois-ci Édouard III, mais son fils, donc le prince de Lancastre. Ça va vraiment être un moment de stupéfaction, puisqu'en fait, à la tête de quelques 6 000 à 7 000 hommes, donc le prince noir, celui qu'on a, enfin le prince noir qui est donc le fils d'Édouard III, c'est un peu son surnom, le prince noir, donc qui est aussi prince d'Aquitaine, va battre une armée encore une fois 2 fois supérieure en nombre et va capturer le roi de France et l'emmener en Angleterre. Donc ça va être un peu un moment de stupéfaction assez exceptionnel. Mais au-delà de cette gloire militaire, ça n'est pas tout en fait, puisque c'est bien de remporter, enfin de capturer un roi, mais c'est surtout un avantage diplomatique et politique, puisqu'en fait ça marque vraiment un tournant dans le conflit dynastique qui oppose les Plantagenets et les Valois pour la couronne de France. Et en fait, ce rapport de force très favorable à l'Angleterre va lui permettre d'aboutir à ce qu'on va appeler le traité de Brétigny, qui va être signé par Charles V, le fils de Jean le Bon, et qui va être aussi approuvé par Jean le Bon. Charles V va même d'ailleurs essayer de freiner son père qui était prêt à céder une grande partie du royaume pour être libéré. Charles V, plus réel politique que son père, est beaucoup plus malin et intelligent que son père, va un peu freiner la bêtise de son père, j'ose le dire. Mais en fait, le constat est là, ce traité de Brétigny va vraiment entériner les concessions les plus extrêmes dont les Anglais auraient pu rêver. Donc, une partie de la Normandie, l'Aquitaine, et c'est déjà énorme. Hein. Voilà, la Guyenne, le Saintonge, le Poitou, enfin, toute cette région un peu du sud-ouest et de l'ouest du royaume, une grande partie va revenir au royaume d'Angleterre. Et toute la mission de Charles V, ça va être de 1364 à 1380 de reconquérir de manière très intelligente et très subtile toute cette partie-là cédée à Brétigny, mais par des vices de forme juridique, des petites guerres, on reprend telle petite région après telle petite région, sans jamais déclencher de grandes batailles rangées, puisque Charles V a retenu la leçon de son père et de son grand-père. Il a compris qu'en bataille rangée face à l'Angleterre, on courait le risque de se faire battre par bêtises tactiques, par mauvaise coordination des grands vassaux. Donc, on arrête les grandes batailles rangées, et c'est cette stratégie-là de grignotage qui va vraiment l'emporter à la fin. Je passe un peu parce que ça, on dérive un peu de notre sujet. J'en reviens maintenant à un autre élément important qui va nous permettre à la fois de comprendre les conflits en Bretagne, mais aussi le conflit dynastique de la guerre de Cent Ans, qui, comme vous l'avez vu, ne se limite pas aux Valois ou aux Plantagenets, puisque on a un autre personnage qui va vraiment jouer un rôle fondamental dans ce déséquilibre, dans ces tensions, dans ces guerres dynastiques. C'est le roi de Navarre, Charles de Valois, surnommé Charles le Mauvais, que vous connaissez au moins de nom, je l'espère. Et donc, lui aussi, il a des prétentions à la couronne de France, puisqu'il est arrière-petit-fils de Philippe le Bel, par sa mère Jeanne de Navarre. Il peut se prévaloir de droits naturels à la couronne de France, comparables à ceux d'Édouard III, et qui avait été réprouvé de façon similaire par délibération des grands féodaux du royaume à la mort de son grand-père Louis X. Et donc, il est aussi comte d'Évreux par son père. Il est richement possessionné en Normandie, qui est un peu sa base arrière. Il est à la fois prince des Fleurs de Lys, donc prince un peu de la branche dynastique, et prince territorial de première importance par les territoires qu'il possède. Et au-delà de cette rivalité dynastique, il y a aussi une inimitié personnelle puisqu'il déteste Jean le Bon, et puisque vous savez très bien, pour ceux qui savent, que c'est réciproque, que Jean le Bon détestait Charles de Valois de plus haut point. Et en fait, Jean le Bon avait dépossédé Charles de Valois du comté d'Angoulême au profit de son favori, le connétable Charles d'Espagne. Bref, je passe un peu là-dessus. Mais Charles le Mauvais, donc qui est Charles de Valois, hein, j'espère que vous avez bien compris que c'est la même personne, qui est le roi de Navarre, donc Charles de Navarre, on va l'appeler Charles, tout simplement. Comment dire, un peu pour se venger de lui avoir retiré le comté d'Angoulême, Charles le Mauvais fait assassiner son rival début 1354, qui était un des protégés de Jean le Bon. Donc il est un peu pardonné du bout des lèvres, mais vous allez voir que Jean le Bon va lui garder rancœur de cet affront. Et donc 2 ans plus tard, le 5 avril 1356, le roi, donc Jean le Bon, met la main sur lui par surprise lors d'une soirée donnée par le dauphin, donc Charles, le futur Charles V, duc de Normandie, dans un château de Rouen. Je profite de ce petit silence pour vous rappeler que vous pouvez liker la vidéo, vous abonner et laisser un petit commentaire voilà, pour le référencement. Voilà les frères. C'est très gentil, effectivement, merci. Désolé pour ce petit couac technique, je suis de retour. Et donc, j'en étais où le moment où Jean de Le Bon essaie de se venger un peu de ce roi de Navarre
décidément ne peut pas supporter. En fait, il met la main sur lui par surprise lors d'une soirée où le dauphin, donc son propre fils, était avec le duc de Normandie, dans un château de Rouen. Et en fait, qu'est-ce qui a précipité Jean le Bon? C'est qu'il pensait que Charles de Navarre voulait faire des tractations secrètes avec le roi d'Angleterre et qu'il voulait essayer de gagner son propre fils à sa cause. Et donc Jean le Bon l'a un peu eu mauvaise, on va le dire poliment. Il a fait emprisonner Charles de Navarre, il l'a vraiment mis en prison et il a fait tuer l'écuyer qui voulait protéger son maître et deux grands seigneurs normands, dont un comte d'Harcourt, qui est une très vieille lignée normande. Et dans son accès de colère, Jean le Bon les a fait décapiter en plus de l'écuyer de Charles de Navarre. Bref. Et en fait, une telle brutalité, est à double tranchant, puisque 6 mois plus tard, c'est la bataille de Poitiers et c'est au tour de Jean le Bon d'être capturé et de se retrouver prisonnier, lui, du roi d'Angleterre. Bref. Et lorsqu'ils apprennent la capture de Jean le Bon, les partisans de Charles de Navarre vont essayer d'exploiter cette situation inattendue de faiblesse et vont essayer d'obtenir la libération de Charles de Navarre. Et en fait, on va avoir une alliance très intéressante où Charles de Navarre va s'allier aux revendications d'Étienne Marcel, qui était prévôt des marchands de Paris et qui va un peu organiser une espèce de pas de révolte populaire parce que c'est pas du tout le cas, mais il va y avoir un peu un mouvement parlementaire de révolte bourgeoise qui va un peu essayer de s'opposer à la noblesse. Je résume ça à gros traits, mais il y a aussi eu des révoltes paysannes beaucoup plus violentes. Bref, mais retenez, Étienne de Marcel, prévôt des marchands. Eh bien, Charles de Navarre va essayer de s'acoquiner avec lui et avec l'évêque de Laon, Robert Lecoq, qui est un allié de Charles de Navarre. Et les trois, en fait, donc Robert de Laon qui est à la solde de Charles de Navarre, Étienne Marcel et Charles de Navarre vont essayer de former un parti pour s'acoquiner et faire un peu damer le pion à Charles V, qui est un peu le fils de Jean le Bon, qui est un peu l'héritier légitime du royaume, même si le roi a été emprisonné. Bref. Et donc, Charles le Mauvais va utiliser un peu son prestige de prince du sang pour contrôler l'opinion parisienne et incarner une véritable alternative royale au pouvoir des Valois. Puisque Charles V est le dauphin, mais qu'il est jeune, que Jean est en prison, et ben Charles le Mauvais se dit, mais moi je suis un héritier légitime, je suis un prince du sang, je suis descendant de Philippe le Bel, j'ai tout à fait droit à la couronne, donc il va un peu essayer d'incarner cette alternative. Bref. Mais le problème, c'est que Étienne Marcel, qui est un allié un peu embêtant, qui est assez radical malgré le fait que ce soit un bourgeois, mais dans ses prises de position pour l'époque, c'est vraiment très radical, il va un peu gêner Charles le Mauvais. Et on arrive à une situation où Étienne Marcel va réussir à obtenir le lynchage des maréchaux de Champagne et de Normandie dans la propre chambre du dauphin, donc Charles V, sous ses yeux, et dans le seul but de contrarier la reconquête que le dauphin essaye d'enclencher. Donc en fait, il va vraiment montrer au dauphin, Étienne Marcel, qu'il n'a aucun pouvoir en faisant lyncher des maréchaux du royaume sous ses yeux. Et là, la population, au bout d'un moment, va finir par lâcher, puisque ça va entraîner une espèce de, je cherche mes mots, mais une espèce de dynamique qui va vraiment aller plus loin, où les révoltes paysannes, notamment les Jacques, qui va donner le nom des jacqueries, mais cet extrémisme paysan qui va se rajouter à la vulgarité d'Étienne Marcel, ça va vraiment finir par choquer le peuple parisien tout simplement. Et Étienne Marcel va finir par inquiéter son propre camp. C'est comme ça qu'il se retrouve assassiné. Je passe un peu vite parce qu'on pourrait vraiment faire une conférence entière sur le mouvement d'Étienne Marcel. Je le résume vraiment à gros traits ici. Mais Étienne Marcel, retenait juste qu'il se fait assassiner le 31 juillet 1358 en voulant se faire remettre les clés de la ville. Donc les clés de la ville de Paris qui permettent de fermer les portes de la ville. Bref. Et donc à ce moment-là, le dauphin, donc Charles V, le fils de Jean le Bon qui est en captivité en Angleterre, vient de prendre le titre de régent du royaume et son horizon commence un peu à s'éclaircir. Il a repris le contact avec le pays en sortant de Paris, parce que Paris devenait incontrôlable avec justement la révolte bourgeoise d'Étienne Marcel et les révoltes paysannes aux alentours, en Île-de-France et même encore plus loin. Et donc Charles V convoque les États à Compiègne le 1er mai 1358. Et en fait, son choix tactique de Charles V, c'est il a compris que face à Paris, qui devenait vraiment un élément presque dangereux, pour ne pas dire dissident, son choix tactique a vraiment porté ses fruits. Et ce choix, c'était de jouer un peu la province contre Paris. Et ça a plutôt marché. Bref. Et c'est comme ça qu'il arrive à rentrer dans la ville de Paris en se faisant acclamer en août 1358. Je passe un peu là-dessus sur ces éléments de contexte assez généraux, et on peut en revenir maintenant à qu'est-ce que fait du Guesclin précisément pendant ce temps-là, pendant tous ces renversements d'alliances, ces révoltes qui éclatent, ces successions un peu contrariées. Que fait Bertrand du Guesclin? Eh bien, il est en Normandie, au service du roi, et il sert un peu comme l'instrument principal de la politique du roi
à la fois celle de Jean le Bon et de Charles V qui se rejoignent là-dessus. Et cette politique, c'est quoi? C'est réduire l'implantation navarraise en Normandie. Puisque, comme je l'ai dit, Charles le Mauvais, son territoire de base, c'est la Normandie. C'est vraiment là où il est positionné le plus. Bref. Et donc, on a un certain nombre de titres qui nous permettent de retracer la carrière de Du Guesclin. On lui donne le titre de capitaine de la Roche-Derrien, reçu à l'été 1357 de la main de Charles de Blois, donc celui qui est le breton qui est dans le parti pro-français, si vous avez bien retenu. On lui donne aussi la mission de capitaine de lieutenant, qu'il exerce en parallèle à son service. Bref. Et une lettre du dauphin le cite le 13 décembre 1357 en sa qualité de capitaine général du château et de la ville de Pontorson, qui est un peu son domaine de base, du château du Mont-Saint-Michel ainsi que des manoirs de Montagu et Sacé. Et ces attributions territoriales vont s'étendre un peu à tout partie de la Normandie quelques années plus tard. Donc, dès 1357, il est en contact avec le dauphin Charles V et il est plus ou moins déjà à son service. Bref. Donc, c'est déjà un fidèle du parti du roi et l'un des conseillers les plus écoutés, à la fois de Jean le Bon et d'Arnould de Drohem, qui est vraiment le grand ami de Du Guesclin, qui est un membre de la cour, hein, voilà. Et ils ont tous les deux plusieurs points communs. C'est qu'ils sont tous les deux issus d'un lignage de la petite noblesse et ils ont tous les deux atteint des sommets de la hiérarchie militaire par leur valeur et la bravoure. Et ce qu'on a retenu, c'est que, en fait, ce titre un peu de conseiller proche de Jean le Bon et cette alliance avec Dodrehem, qui est un grand de la cour royale, ça a vraiment permis à Du Guesclin de favoriser sa carrière. C'est un peu un collègue qui lui a permis de monter dans les grades. Bref. Je passe un peu quelques éléments sur Dodrehem, qui est un peu moins connu du grand public, mais pour que vous ayez un peu des éléments de contexte. Donc, cet Arnould de Drohem, il est maréchal de France en 1351, membre du Conseil du roi à plusieurs reprises entre 1354 et la fin du règne de Jean le Bon. Il est lieutenant du roi en Normandie à partir du 2 août 1353 jusqu'au début 1355. Et c'est probablement dans le cadre de cette fonction en Normandie qu'il rencontre le jeune Bertrand. C'est à partir de là qu'ils ont commencé à tisser des liens, et notamment lors de l'escarmouche de Montmuran en 1354. Donc voilà, c'est à l'occasion de cette mission en Normandie que les deux hommes vont vraiment tisser des liens et vont vraiment devenir presque, on pourrait le dire, presque des amis. Bref, j'en viens maintenant à un autre élément, à savoir cette bataille de Cocherel, donc qui est un peu l'une des grandes batailles de Du Guesclin. Donc là aussi, plusieurs chroniqueurs ont un peu élaboré sur cette bataille pour lui donner plus de relief. Les informations à peu près fiables qu'on arrive à retenir, c'est que donc c'est une bataille qui oppose, on va dire, les Franco-Bretons, avec Du Guesclin à leur tête, à une armée anglo-navarraise. Et cette armée anglo-navarraise, elle compte, selon les sources, un peu plus de 2000 hommes et à peu près 700 lances, 800 dans un manuscrit, bref, retenez 2000 hommes. On va dire à peu près 2000 hommes, peu importe le découpage des différentes fonctions au sein de l'armée. Et côté français, le chroniqueur Froissart, qui est l'un des plus connus, pour cette période-là, nous donne à peu près 1500 combattants, et un autre chroniqueur, Cuvelier, lui nous donne du 1100-1200 combattants. Bref, je passe un peu sur ces questions de sources qui sont un peu, qui peuvent être un peu rébarbatives. Bref. Mais l'ensemble des sources s'accordent pour définir la position défavorable des Français, tant du point de vue géographique que logistique. En fait, toutes les sources nous disent que l'armée de Du Guesclin manque de vivres, que ce soit de l'eau, de la nourriture, mais aussi beaucoup de vin. Et toutes les sources s'accordent à dire qu'elle manquait de vin, et apparemment c'était considéré comme une vivre essentielle pour l'époque, qu'on peut comprendre. Et comme à peu près toutes les batailles de cette guerre, qui est un peu une drôle de guerre, hein, pour reprendre une expression postérieure, c'est que c'est un combat assez acharné, indécis, beaucoup de traits d'archers, mais contrairement aux batailles comme Crécy ou Poitiers, les équipements, notamment les armures, ont énormément été améliorés, ce qui fait que les traits des archers ont beaucoup moins d'effet qu'ils n'en ont eu lors de ces batailles précédentes où ces traits d'archers avaient vraiment décimé l'infanterie. Là, c'est beaucoup plus nuancé que ça. L'armure permet vraiment d'opposer une résistance digne de ce nom. Et donc, c'est vraiment une bataille de corps à corps où la mêlée est vraiment intense et à la fois désordonnée, comme toutes ces batailles un peu de cette période-là, comme toutes les batailles un peu de cette reconquête de Charles V qui ne sont que des petites batailles. Je vous l'ai dit précédemment, il n'y a pas de grande bataille lors de cette reconquête. Bref. Donc je passe un peu sur les éléments qui arrivent à la victoire. Retenez que ce sont juste des considérations tactiques et que, en fait, toutes les sources disent que c'est un peu une victoire, non pas hasardeuse, mais que, étant donné que la mêlée a été assez confuse, toutes les divisions étaient confondues les unes avec les autres. Donc, on se battait contre son adversaire à côté, mais on avait un ami à gauche, donc c'était vraiment la confusion. Mais ce qu'il en ressort, c'est que c'est une victoire de Du Guesclin
qui apparaît dans les sources comme brillante et totale, puisqu'elle fait énormément de morts et surtout beaucoup de prisonniers. Et du côté français, selon les manuscrits, on déplore une perte qui va de 30 à 40 combattants, nous indique une chronique normande du XIVe siècle, c'est le nom du document, c'est pas moi qui l'invente. Et voilà, donc on a par exemple Louis comte de Beaumont qui qui perd la vie au cours de ce combat. On a également Baudouin d'Annequin qui est maître des arbalétriers, Jean Sire de Bettencourt. Bref, je passe un peu sur tous ces détails. Mais par contre, du côté anglo-navarrais, on a des pertes beaucoup plus impressionnantes, et ça, toutes les sources s'accordent là-dessus. La chronique normande du XIVe siècle, donc ce document que je viens de citer précédemment, rapporte que, je cite, furent morts presque tous les capitaines des Anglais qui se trouvaient là, et furent morts ou pris bien 800 combattants. Et donc le Baston de Mareuil, qui est un combattant du sud-ouest au service des Anglais, fait partie des morts. On a également l'Anglais Jean Jouel, qui est laissé pour tel sur le champ de bataille, avant d'être retrouvé encore vivant et mêlé aux prisonniers. Bref. Donc on a vraiment beaucoup de morts. Et énormément de capitaines au service des Anglais, que ce soit des nobles à la fois normands ou bretons, qui sont des gens du territoire, mais qui sont au service des Anglais. Et tous ces nobles-là, petits capitaines, dans une lettre du 27 mai 1364, du Guesclin promet à Charles V de les lui livrer, donc en tant que prisonnier. Bref, ça va. Je ne voulais pas faire plus d'une heure et demie, mais j'ai encore quelque chose à dire, c'est bon, on est bon dans le temps. J'en reviens maintenant à des questions plus diplomatiques, puisque là, vous avez compris que la guerre, enfin cette bataille de Cocherel, qui est une grande victoire, est une guerre contre le parti de Navarre en Normandie. Comme vous le savez, la Normandie et la Bretagne sont côte à côte, et pendant ce temps-là, le conflit pour le duché de Bretagne continue. Et donc, on a énormément de tentatives de conciliation qui ont lieu pendant ces années-là. Et en fait, on a même des aspirations populaires qui envisagent du Guesclin comme futur duc de Bretagne, à opposer à ces deux rivaux qui commencent à être assez mal vus par la population. Bref. Mais plus sérieusement, les pourparlers entre les deux branches rivales, donc à la fois les Montfort et les Blaisistes, donc ceux qui sont du côté de Charles de Blois, Montfort et Blaisistes, on a l'idée d'une scission en deux du duché. C'est un peu l'idée qu'il y a dans les têtes chez les diplomates du temps, où en fait, chacun aurait un peu sa partie du duché avec sa grande capitale. Et en fait, cette idée-là, elle est abordée dès septembre 1360, suite au traité de Bretigny, le traité qui amputait le royaume d'une grande partie de son territoire. Et en fait, cette idée-là, c'était que l'essentiel du duché reviendrait à Charles de Blois, puisque l'autre, Jean IV, le petit enfant, qui est le fils de Jean de Montfort, il est encore enfant et il est en Angleterre. Donc l'essentiel du duché à Charles de Blois, à l'exception des 3 évêchés du Sud attribués à Jean de Montfort. Et en fait, conclu dans un contexte de reprise de la guerre avec les expéditions de Du Guesclin qu'il mène en Bretagne, près de Carex, Pétivien, désolé pour la prononciation, je ne sais pas si c'est Pétivien ou Pestivien, et Trogoff en mars 1363, et la conquête concomitante de la Roche-Lausanne par son lieutenant Robin de Vaucouleurs, on a un nouveau traité, qui est le traité des Landes d'Evran, et qui fait suite au double siège de Becherel, mené par Bertrand, donc il y a un autre siège dans ces années-là, puisque vous avez compris qu'il mène plein de batailles de tous les côtés. Et donc ce siège de Becherel, le 24 juillet 1363, eh bien, ce traité des Landes d'Evran, il a envisagé lui aussi la division en 2 parties du duché, avec chaque prétendant qui a sa capitale, Nantes pour Jean de Montfort et Rennes pour Charles de Blois. Bref. Mais finalement, Charles de Blois a refusé de le ratifier, et donc ces tractations diplomatiques où on envisageait un découpage du duché en 2 n'ont pas vu le jour finalement. Je bois un léger verre de vin et je continue. J'en viens maintenant à une autre bataille, puisque vous avez compris que Bertrand est un grand guerrier, et que c'est un peu sa passion dans la vie. J'en viens maintenant à une autre bataille, la bataille d'Auray, donc qui a lieu le 29 septembre 1364. Et en fait, c'est l'une des rares batailles décisives de l'histoire. Et c'est en fait, je disais que c'est un lien avec Bertrand, mais c'est surtout que c'est un lien avec le contexte plus général de la Bretagne, puisqu'en fait, cette bataille, elle consacre définitivement la victoire de Jean de Montfort, qui devient dès lors le seul et unique duc connu, enfin le seul et unique duc véritable en Bretagne, connu sous le nom de Jean IV de Bretagne. Et cette bataille va vraiment marquer l'écroulement du parti de Charles de Blois, qui va vraiment être décapité au sens propre, avec la mort de son chef. Donc cette bataille d'Auray va voir la mort de Charles de Blois, et donc vu qu'il n'y a plus d'hommes qui puissent incarner une branche concurrente à la branche des Montfort, c'est Jean IV qui va être reconnu comme duc de Bretagne. Et au lendemain de cette bataille, qui va être un désastre pour la branche blaisiste de Bretagne, donc le parti pro-français, Jeanne de Penthièvre, qui était donc la femme de Charles de Blois, elle accepte le résultat de la bataille, et l'appui du roi de France lui permet de négocier quelques contreparties non négligeables. Et donc, ces contreparties sont ratifiées par le traité de Guérande, le 12 avril 1365,
Et en fait, ce traité de Guérande reconnaît que le traité, enfin, que le duché de Bretagne revient à Jean IV, mais si Jean IV meurt sans héritier, le duché pourrait revenir aux enfants de Jeanne de Penthièvre, qui est donc la branche concurrente, si vous avez bien suivi. Bref. Mais malgré ce traité, et malgré la mort de Charles de Blois, c'est là où c'est vraiment une époque intéressante, le parti de Charles de Blois va essayer de faire quelque chose de cette mort. Et donc Charles de Blois, ils vont essayer de le maquiller en saint, en martyr, et on a une enquête de canonisation qui a lieu en 1371, pour essayer à la fois de le faire reconnaître comme saint, mais vous avez bien compris que cette enquête de canonisation, c'est aussi un projet politique d'envergure qui est prémédité pour essayer de construire une figure d'un duc légitime qui meurt en martyr face à ses adversaires. Donc c'est vraiment, c'est aussi intéressant aussi du point de vue comment dire, des luttes de mémoire en fait, où on essaie de forger une mémoire posthume pour appuyer ses revendications politiques. Bref. Ce qu'il faut aussi retenir, c'est que suite à cette bataille, l'un des nouveaux chefs du parti pro-français en Bretagne, enfin, qui va vraiment représenter le poids du royaume de France en Bretagne, c'est Louis d'Anjou, donc lui qui est duc d'Anjou, qui est un prince des Fleurs de Lys, comme Charles le Mauvais par ailleurs, et en fait il avait aussi été délégué en Languedoc, et il va très vite se rapprocher de Bertrand du Guesclin. Et en fait ce Louis d'Anjou, ça va vraiment être aussi un poids comme l'a été Arnould de Drohem pour la carrière de Bertrand du Guesclin. Et en fait ce Louis d'Anjou va vraiment être un très proche de du Guesclin, il va vraiment l'aider dans sa carrière, et ça va être réciproque, puisque vous allez voir que Louis d'Anjou va garder un très bon souvenir de du Guesclin. J'en viens maintenant au passage le plus important, à savoir du Guesclin connétable de France, qui est vraiment ce qu'il a fait connaître dans l'histoire nationale, c'est qu'il a réussi à obtenir le titre de connétable de France. Et donc je vais un peu passer sur les discussions qu'il y a pu avoir entre certains historiens, pour les aborder si vous me posez la question. Mais en fait, retenez que le titre de connétable de France, c'est l'équivalent, c'est un peu, comment dire, c'est pas exactement ça, mais retenez que c'est un peu l'idée de chef des armées royales. Il y a un peu cette idée-là sous-jacente. C'est lui qui est un peu le général en chef, si vous préférez. Ce qui est tout à fait cohérent, puisque Bertrand était un homme de terrain avant tout. Mais ce qui a un peu choqué pour l'époque, vous allez le voir, puisque il est issu d'un lignage de la petite noblesse. Et à la base, c'est vraiment, je vous l'ai dit en début de conférence, c'est une compagnie de 60 à 70 hommes où il fait un peu des razzias en Bretagne. Bref. Et en fait, cette charge de connétable de France, c'est le roi qui lui envoie un message, et c'est du Guesclin qui y répond avec un certain enthousiasme. Et donc là, je vais un peu citer quelques chroniqueurs. Donc on a Deschamps, Eustache Deschamps et Froissart, qui sont deux chroniqueurs de l'époque, et tous les deux s'accordent sur l'enthousiasme qu'a suscité cette demande auprès de Bertrand. Et on va un peu suivre ce qu'ils nous racontent. Pour tous les deux, ils se rejoignent sur l'accueil chaleureux que reçoit Bertrand lorsqu'il est accueilli dans les murs, lorsqu'il est accueilli à Paris, tout simplement. Mais vous allez voir que là, il y a vraiment des indices sur les dynamiques sociales qui sont très intéressants à relever. Donc on a par exemple Froissart, lui, il narre l'enthousiasme de la cour du roi, où Bertrand est, je cite, fêté et accueilli avec joie du roi et des barons, nous conte la rédaction d'un des manuscrits à Amiens, bref, tandis que la seconde, donc un autre manuscrit, nous décrit le roi et grand foison de seigneurs de son conseil, qui le recueillirent joyeusement et lui firent tous grande révérence. Puis, lorsqu'il retrace plus laconiquement et en fin de texte de la seule rédaction d'Amiens, je cite, la grande joie de tout le royaume de France, et spécialement des chevaliers et écuyers qui suivaient et aimaient les armes, relayés à quelques années de distance par quelqu'un qu'on a déjà connu, Christine de Pisan, qui témoigne que, je cite, les chevaliers valeureux laissèrent éclater leur joie et beaucoup de ceux qui avaient délaissé les armes par manque d'un chef énergique les reprirent. Eustache Deschamps, quant à lui, prête davantage l'oreille à la clameur du peuple et des rues, qui nous dit le lait, acclamèrent l'avènement à tous agréable, où, je cite, chacun vint, et droit, et tort, fêtait l'homme honorable. Mais c'est Cuvelier, voilà, c'est lui que j'avais perdu, excusez-moi, mais c'est Cuvelier qui exalte, cependant le plus longuement la ferveur populaire qui s'est emparée de la foule, massée sur le trajet du futur connétable. Donc je vais citer quelques passages. Donc là, vous allez voir, ça va être très intéressant. Je cite donc ce fameux Cuvelier, qui est un peu l'une des grandes sources pour retracer la vie de Bertrand du Guesclin, qui est un peu un chroniqueur du XIVe siècle. Donc je cite Cuvelier, il entra dans Paris, donc Bertrand, la cité suffisante, non pas vêtue de soie, non pas de fin bougrant, mais d'un drap gris et fort, tout comme un paysan. Quand ils virent Bertrand si peu magnificent, sa tête et son visage et son regard puissant, et comme il va les regardant fièrement, lors disent l'un à l'autre, les pieds et les grands, Dieu se semble un ermite à sa côte mal séante. Donc en gros, je pense que vous avez compris le message, il n'a vraiment pas une apparence de grand noble, ni de grand bourgeois, il a vraiment, c'est cité, hein, mais d'un drap gris et fort, tout comme un paysan.
Voilà. Donc je trouvais vraiment ce passage assez intéressant à noter pour montrer que c'est pas vraiment un grand noble, un grand prince qui arrive pour se faire reconnaître son titre par le roi. C'est vraiment, il y a un peu, pas un choc culturel, mais un choc de classe en tout cas. J'en viens maintenant à des considérations plus militaires qui vont un peu clore la conférence. Et c'est un peu le sujet, je pense que vous l'avez compris. Militairement, donc là on est en 1371, il reçoit son titre un peu quelques mois avant. C'est une année assez que Georges Minois, qui est donc un grand spécialiste du Moyen-Âge, qui a écrit une biographie de Duguesclin, c'est une année que Georges Minois juge assez médiocre. En fait, on en revient à ce que j'avais dit précédemment, c'est-à-dire des petites escarmouches ici et là, et pas vraiment de grandes batailles. Donc ça reste assez voilà. Et l'année 1372, 1373 vont être assez similaires. Bref. Donc j'en viens maintenant à des considérations qui reviennent sur le duché de Bretagne, qui est vraiment un peu le vrai sujet de cette conférence quelque part. Donc en fait, si vous avez bien retenu, c'est donc Jean IV qui est le seul duc légitime de Bretagne, puisque Charles de Blois est mort. Et donc c'est un peu lui qui va essayer de s'imposer en Bretagne, mais vous allez voir que ça va être assez compliqué. En fait, donc vous avez compris qu'il y a un peu un conflit en Bretagne, un conflit à la fois militaire, mais presque aussi de séduction, où on a le prince des Fleurs de Lys, donc en l'occurrence Louis d'Anjou, et notamment le connétable Bertrand du Guesclin qui est de la région, qui vont représenter le parti pro-français. Parce qu'en fait, le duc de Bretagne, donc Jean IV, qui a été élevé à la cour d'Édouard III, si vous avez bien suivi, il a du mal à fidéliser ses sujets et à contenir le flot des ralliements, c'est-à-dire tous les petits nobles qui préfèrent rejoindre le parti pro-français. Parce qu'en fait, tous ces nobles le reprochent à Jean IV son anglophilie, en fait. Et on a par exemple les travaux de Michael Jones, qui ont beau démontrer avec la plus grande rigueur documentaire et la plus grande érudition que l'Angleterre, comme je vous l'ai expliqué précédemment, ne dominait pas vraiment de manière dure la Bretagne, et en l'occurrence ni la cour de Bretagne ni ses décisions, pas, du moins pas autant qu'on avait voulu le dire, mais en fait, c'est les choix politiques de Jean IV qui finissent par se retourner contre lui. Parce qu'en fait, énormément de petits nobles lui reprochent de favoriser des membres de sa cour qui, pour la plupart, sont des Anglais, en fait. Au final, ça finit par se retourner contre lui, et cette anglophilie va vraiment un peu, comment dire, pas se retourner contre lui, tout simplement. Et on a l'exemple, un exemple qui est vraiment l'exemple emblématique, qui va finir par être lui aussi un très proche de Duc Guesclin, c'est le sire de Clisson, qui d'une part finit par retirer son allégeance à Jean IV, parce que il prend ombrage du fait que le prince lui accorde la faveur à d'autres princes que lui, qui sont pour la plupart des Anglais, comme je vous l'ai dit, mais surtout parce que sa fille avait épousé le fils héritier de Jeanne de Penthièvre, qui est donc la branche concurrente, et donc par cette union, il avait uni ses domaines et donc ses allégeances politiques à la veuve de Charles de Blois, donc au parti blaisiste, qui est le parti anti-Jean IV en fait. Et donc cet Olivier de Clisson était prêt à défier le duc de Bretagne et donc à rejoindre le parti concurrent. Et donc, début 1373, on a les villes qui s'ouvrent une à une, sans difficulté sérieuse, aux troupes de Duguesclin, qui mènent un peu la reconquête au nom du parti pro-français. Donc, on est en 1373, il fait son entrée à Dinan le 9 mai, à Rennes le 19 ou le 20 mai, à Concarneau le 28 mai, et à Hennebon à la fin du mois de mai. Et donc, le 1er juin, on a les troupes françaises de Duguesclin, et donc de Bourbon, qui est son ami, qui trouve une toute autre résistance devant les murs de Brest. Et c'est vraiment Brest qui va vraiment un peu être la pierre d'achoppement, où un sergent de Édouard III s'est retranché, Robert Knowles, et donc ça va être un siège qui va être marqué par des prises d'otages, ça va durer assez longtemps. Je passe un peu là-dessus. Mais donc, ce qu'il faut retenir, c'est que fin août 1374, la Bretagne est à peu près stabilisée. Louis d'Anjou y est nommé lieutenant général, et si vous avez bien retenu, Louis d'Anjou, c'est un très proche du Guesclin, ils vont vraiment être amis. Mais cependant, Jean IV ne désarme pas pour autant, puisque depuis l'Angleterre où il s'est réfugié, donc suite à cette reconquête de Duguesclin en août 1374, lui, il a déjà plié bagage, et il est déjà passé outre-Manche. Mais en fait, depuis son exil outre-Manche, il a refait allégeance à Édouard III et il conduit une nouvelle chevauchée en compagnie de Jean de Gand, qui est le duc de Lancastre, donc la noblesse anglaise, donc la maison royale anglaise, et donc 3000 hommes d'armes, 6000 archers et 2000 fantassins, selon Froissart, qui est un des chroniqueurs. Toute cette armée-là débarque à Calais, mais cependant, comme une autre chevauchée précédente en 1369, et comme d'autres avant et après, cette chevauchée sera suivie par Duguesclin et Clisson, donc les deux nobles bretons d'un côté, et par Philippe le Hardi, frère de Charles V de l'autre, qui est donc duc de Bourgogne, donc c'est le parti pro-français, on est dans l'entourage royal et breton pro-royal. En fait, cette chevauchée qui pouvait s'annoncer comme
vraiment très dangereuse pour le Royaume de France et pour le Duché de Bretagne, va s'annoncer catastrophique, puisque quand on a énormément d'hommes et qu'on doit les faire voyager sur de longues distances, des désertions se multiplient, la dysenterie fait des ravages, et donc en fait les effectifs dégonflent à vue d'œil, et c'est sans le moindre combat que toute cette armée de conquête va finir par rejoindre péniblement la ville de Bordeaux, et donc n'aura causé aucun problème pendant son périple. Bref. Et donc la période qui suit est une période à peu près calme et prospère pour notre connétable. C'est dans ces années-là, donc après 1374, qu'il se remarie, comme je l'ai dit dans l'introduction, avec la jeune Jeanne de Laval, puisque sa femme était morte et qu'elle était beaucoup plus vieille que lui. C'est également dans ces années-là qu'il accroît son opulence financière et ses domaines territoriaux. Donc il agrandit sa nouvelle seigneurie de Pont-Torson, qui deviendra un peu son fief. Et on a quelques dernières opérations sporadiques qui viendront ponctuer sa fin de carrière, notamment la prise de Bergerac à l'été 1377 et le déblocage de Saint-Malo, assiégé par Lancastre en 1378. Donc c'est un peu ses derniers faits d'armes. Je reviens maintenant à la toute fin sur la mort et la confiscation du duché de Bretagne. Vous allez voir que c'est un peu l'épisode le plus sombre de sa carrière. Je précise, je le fais pendant que je suis encore en train de faire la conférence, c'est qu'il y a une autre partie de sa carrière que je n'ai pas abordée, parce qu'elle me semblait moins intéressante, c'est son épopée en Espagne. Je la résume ici à très grands traits. Il faut retenir qu'en fait, je le dis maintenant, c'est que à la fin des années 1360 et au début de l'année 1370, il y a eu 2 expéditions menées par du Guesclin en Espagne. Et en fait, ces expéditions-là ont eu pour but de détrôner une dynastie, donc celle de Pierre Ier le Cruel, au profit d'Henri de Trastamare. Voilà. Donc en fait, c'est une guerre interne au royaume navarrais, au royaume espagnol. Et en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que Charles V a envoyé du Guesclin dans l'objectif aussi que du Guesclin emmène toutes les compagnies avec lui. Donc c'était à la fois une guerre territoriale, puisqu'en fait l'un des concurrents, donc Pierre Ier le Cruel, était soutenu par Édouard III, et l'autre prétendant, qui n'était pas vraiment légitime, était soutenu par la France, enfin par le royaume de France. Mais surtout l'objectif militaire de Charles V, c'était d'éloigner toutes les compagnies du sud-ouest et de l'ouest de manière générale pour les envoyer dans une guerre étrangère en Espagne. Et ça a plutôt bien marché. Voilà. Et in fine, les guerres menées par du Guesclin en Espagne vont réussir, et c'est Henri de Trastamare qui va détrôner son rival Pierre Ier le Cruel. Ce qui est intéressant également dans les sources, c'est que les chroniqueurs étaient conscients que le roi qui était en place était légitime en fait, et que c'était une guerre de conquête et d'opportunisme politique. Mais en fait, pour maquiller ça, ils ont brodé comme quoi Pierre Ier le Cruel, donc le roi en Espagne, était au service des musulmans, manipulé par des juifs et des musulmans, et donc ils ont essayé de maquiller ça, qui est une pure guerre dynastique, en guerre religieuse, en croisade en fait. Donc c'est aussi intéressant de voir comment les chroniqueurs maquillent des opérations qu'on pourrait qualifier aujourd'hui de guerre sale en fait. C'est comme si je disais que l'Irak possédait des armes nucléaires en fait. Voilà, je passe un peu sur cet épisode-là qui n'est pas vraiment le plus intéressant de la carrière de du Guesclin, qui n'a pas vraiment grand-chose à voir avec le contexte franco-français, ou du moins breton-français. J'en viens maintenant à ma toute dernière partie qui va clore cette conférence. Je suis content parce que je ne voulais pas faire trop longtemps. On va maintenant revenir sur la fin de sa vie et la confiscation du duché de Bretagne, qui sera un peu l'une des grandes erreurs politiques de Charles V. On a une source, la chanson de Bertrand du Guesclin, puisque vous savez qu'à l'époque, on aimait beaucoup écrire en chansons de vers, même les chroniques du temps. Donc on a la chanson de Bertrand du Guesclin, où en fait, cette chanson nous permet de relater en fait le dilemme qu'a vécu Bertrand lors de cet épisode de la confiscation du duché de Bretagne par Charles V, et sa tentative de rattachement au domaine royal. Et comme nous le rappelle très justement Georges Minois, la procédure avait déjà été envisagée plus tôt en 1373, lorsque les fidèles du roi de France avaient intercepté des lettres de correspondance et d'accord entre Jean IV, donc le duc de Bretagne, et Édouard III. Donc en fait, c'est par peur que le duché soit récupéré par les Bretons, par les Anglais, Charles V avait déjà envisagé l'idée de le rattacher au domaine royal. En fait, ce qui décide le roi, en cette année 1378, c'est la répétition harcelante des attaques anglaises contre les ports bretons et le long des côtes d'Armorique. Et en fait, c'est important de revenir sur l'importance qu'avait cette maîtrise des zones côtières et le contrôle des mers, la sécurisation des routes commerciales entre l'Angleterre et ses attaches continentales. Donc on pense ici à Bordeaux et la Guyenne en premier lieu. Et en fait, ces routes commerciales et leur sécurisation, c'est vraiment l'enjeu de premier plan. Et c'est tout ça qui détermine la stratégie anglaise dans la péninsule bretonne. Je pense que vous l'avez compris au cours de cette conférence, c'était vraiment l'idée principale.
Cependant, cette tentative de rattachement, elle se heurte très rapidement à une réaction de la noblesse locale, qui nomme elle aussi ses 4 maréchaux, par opposition aux maréchaux que Charles V avait prévu de nommer pour prendre possession du duché. En fait, tous ces maréchaux-là, qui se nomment eux-mêmes, sont des compagnons de guerre de Duguesclin, en fait. En fait, ce mouvement, Georges Minois, lui, l'interprète plus comme un mouvement de la fronde nobiliaire, la fronde nobiliaire bretonne, qui défendait ses intérêts, en fait, de seigneurs qui, en fait, avaient peur que le duché passe sous la tutelle du royaume de France, non pas pour des sentiments nationalistes bretons, comme certains ont bien voulu le croire des siècles après, en maquillant ça, oui, c'est le sentiment national breton populaire, pas du tout, en fait. Georges Minois, lui, est beaucoup plus juste, à mon sens, interprète ça comme un mouvement de la grande noblesse bretonne, qui ne veut pas que le Valois rentre dans ses affaires, non pas parce qu'elle ne l'apprécie pas, parce que vous avez vu que beaucoup sont ralliés à lui, mais parce qu'ils savent que le Valois est un souverain, comment dire, très exigeant et très possessif, en fait. Et que vous savez, enfin, j'avais déjà évoqué lorsque j'avais parlé de Philippe le Bel, mais on est vraiment dans la construction de l'État monarchique. Donc ils ont peur que le maillage de l'État capétien en gestation englobe la Bretagne, en fait. C'est vraiment ça l'idée. Donc cette tentative avortée de confiscation de la Bretagne constitue vraiment un déchirement dans la carrière de Duguesclin, puisqu'il est vraiment tiraillé entre deux allégeances. Donc c'est impuissant et résigné qu'il assiste, depuis les hauteurs des murs de Saint-Malo, au retour triomphal de Jean IV dans son pays le 3 août 1379, sur la rive dinardaise de l'embouchure du Rance. Puisqu'en fait, cette tentative de rattachement a permis à Jean IV de se reconstituer un parti et de reprendre pied en Bretagne, en fait. Donc c'est un peu... Voilà. Donc Duguesclin, lui, c'est vraiment... non pas la fin de sa carrière, mais il commence vraiment à en avoir marre et il va finir par rendre son titre de connétable et renvoyer l'office de connétable. Et en fait, il rend l'épée de connétable et il renonce à son office. Et il pense peut-être à retourner en Bretagne, ce qui apparaît comme assez peu probant, puisqu'en fait, il avait acheté des domaines en Bretagne lors de cette croisade, mais il les avait très vite revendus. Donc, c'est pas du tout une hypothèse qui tient la route. Bref. Dans tous les cas, on peut dire qu'il meurt un peu de dépit, ce qui est sûr, et il meurt en plein siège, en fait. Donc, il meurt comme il a commencé sa carrière, c'est-à-dire en faisant la guerre. Et donc, en 1380, Pâques tombe un 25 mars, et effectivement, en fait, les documents administratifs nous décrivent un Duguesclin qui navigue aux confins de la Bretagne et de la Normandie, où il est signalé le 20 avril à Pontorson pour rejoindre le roi à Paris le 1er mai, à la tête d'une armée de 500 lances supplémentaires pour les guerres de Languedoc et de Gascogne, pour mener la guerre contre les compagnies, en fait, en Languedoc et en Gascogne. Le 1er juin, donc 1380, il est signalé à la Ferté-Saint-Aubin, le 10 juin à Clermont-Ferrand, et une dizaine de jours plus tard, aux alentours de Saint-Flour, qu'il dépasse en direction de Chalier, 18 km plus au sud, qui est une place forte qu'il va finir par assiéger. Et la place forte, elle est la première d'une série de repères qui contrôle la Haute-Auvergne. En fait, Chalier, qui est rapidement prise en moins d'une semaine, ce sera autour de Châteauneuf de Randon, à 2 jours de marche, avant de s'attaquer à Carlat, objectif ultime qui est un peu à l'est d'Aurillac, qui est le principal nœud de contrôle du système routier dans la région. Donc, qui est un peu le principal, le nœud militaire de la région, si vous préférez. Et donc, Duguesclin plante le siège devant Châteauneuf de Randon, à la fin du mois de juin 1380, et c'est là qu'après une semaine de siège, il est subitement frappé de dysenterie ou d'une congestion pulmonaire. Il est touché par la maladie le 5 ou le 6 juillet, on est toujours en 1380, et en fait, il rédige son testament le 9 juillet et il meurt le 13 juillet suivant. Bref. Et donc, la légende veut qu'il aurait laissé son armée un peu en plan au pied d'un siège inachevé, d'une citadelle qui restait à enlever, et les auteurs, donc les chroniqueurs que j'ai cités au cours de cette conférence, ont un peu glosé sur le chef de la garnison, qui tient sa promesse de reddition, puisqu'en fait, il aurait donné sa promesse de reddition à Duguesclin, il devait se rendre, et Duguesclin étant mort, il va finir néanmoins par tenir sa promesse malgré la mort de Duguesclin. Bon, il y a d'autres indices qui permettent de montrer qu'en fait, c'est parce qu'il y avait une armée de secours qui allait arriver, mais les auteurs de l'époque ont un peu glosé pour contribuer à forger la légende de leur héros, et un peu à créer sa légende de militaires redoutables jusque dans la mort, ou même un chef de garnison tient sa promesse malgré le fait que Duguesclin soit mort. J'en viens maintenant à ma conclusion sur un peu cette conférence éclair sur Duguesclin que je n'avais pas du tout prévu à la base. Je pense que vous l'avez compris. C'est qu'en fait, Duguesclin, il incarne quelque chose politiquement au-delà de sa carrière de guerrier. Et c'est ça qui est intéressant. C'est qu'en fait, sa carrière va être mobilisée par les Marmoussets. Les Marmoussets, pour ceux qui ne savent pas, ce sont d'anciens conseillers de Charles V qui vont reprendre du service lorsque Charles VI, son fils, sera roi pendant une partie du règne. Et on va appeler ça le règne des Marmoussets. Et voilà, ils vont être un peu plus ou moins mal vus, mais les Marmoussets, c'est donc de vieux conseillers de Charles V
qui reprennent du service pour concilier Charles VI pendant une partie de son règne, et on les a appelés marmoussés. Bref. Et en fait, ces marmoussés-là vont un peu convoquer, enfin du moins les chroniqueurs qui sont favorables aux marmoussés vont convoquer l'idéal de Du Guesclin en tant que serviteur de l'État royal. Et en fait, Olivier de Clisson, qui est celui qui succède au poste de connétable après la mort de Du Guesclin, va contribuer à forger cette légende d'un connétable qui a été au service de l'État royal dans un premier temps, forcément, mais c'est lui vraiment qui va entretenir cette légende d'un Du Guesclin qui est au service de l'État et du roi, enfin du roi, mais donc de l'État. Et c'est donc dans ces années-là, des années par exemple, on a l'exemple de la fête de mai 1389, qui est donc une fête organisée en l'honneur du Guesclin à Saint-Denis, où le deuil était mené par les illustres seigneurs messires Olivier de Clisson, connétable de France, le successeur de Du Guesclin, des maréchaux comme Louis de Sancerre et Mouton de Blainville, le comte de Longueville, etc. Donc en fait, on a les princes du sang qui iront encore plus loin, qui eux vont vraiment marquer une allégeance assez importante à Du Guesclin en tant que serviteur du royaume. On a en tête parmi ces princes du sang Louis, qui est alors duc de Touraine, qui est le futur Louis, duc d'Orléans, qui est le frère de Charles VI, qui lui va vraiment être un inconditionnel de Du Guesclin. Si vous avez bien retenu, je vous avais dit qu'il était proche du Guesclin de son vivant, mais lorsque ce dernier va finir par mourir, ça va vraiment devenir presque un modèle politique pour lui. Il va faire couvrir ces châteaux de tapisseries représentant Du Guesclin, etc., dans des manuscrits, et il va développer le thème de Du Guesclin en tant que 10e preux. Puisque vous savez qu'au Moyen-Âge, il y a cette légende des 9 preux, donc les 3 preux de l'Antiquité païenne, les 3 preux de l'époque biblique, les 3 preux de l'époque chrétienne, et Du Guesclin en tant que 10e preux, qui sera un thème des murailles de Pierrefonds, donc qui est un des châteaux de Louis, duc d'Orléans, qui est le frère de Charles VI. Donc il y a vraiment toute une symbolique presque politique qui se met en place après la mort de Du Guesclin, par celui duc d'Orléans qui pardon, excusez-moi, je bégaye un peu, c'est la fin, par celui duc d'Orléans qui est notoirement connu comme étant celui qui a représenté le parti Armagnac, puisqu'il était son gendre était Bernard d'Armagnac, et Louis duc d'Orléans a été assassiné le 23 novembre 1407 par le parti bourguignon, ce qui va enclencher les guerres bourguignon-armagnac, comme vous le savez sans doute. Bref, donc pour vous dire que ça n'est pas rien politiquement parlant, le fait que Louis duc d'Orléans remobilise à son avantage la symbolique de Du Guesclin. Et je termine par un fait un peu plus récent, c'est qu'on a eu des poseurs de bombes bretons, lorsque l'armée révolutionnaire bretonne a posé des bombes de symboles qui représentaient l'État français. Ils ont dynamité une statue de Du Guesclin, puisqu'en fait, Du Guesclin, comme je l'ai dit, très peu de temps après sa mort, il est passé dans les mémoires en tant que symbole de l'État royal, donc de l'État monarchique, mais non pas forcément du roi, mais l'État en tant que tel, en tant que structure administrative. Et plus tard, il a été récupéré par l'État républicain, qui en a fait un serviteur de la France avant l'heure. C'est pour ça que l'armée révolutionnaire bretonne ne s'y est pas loupée, puisqu'elle a fait dynamiter une statue de Du Guesclin sur le chemin de Bronx, qui est un peu l'un de ses patelins d'origine. Bref, donc je m'arrête un peu là-dessus, mais c'est vraiment ça qu'il faut retenir, c'est que voilà, Du Guesclin était ciblé en tant que serviteur de l'État. Donc je m'arrête. Je ne voulais pas faire cette conférence à la base sur Du Guesclin, c'est juste que j'avais promis une conférence sur le 14e, 15e siècle. Je tiens ici ma promesse, mais je ne perds pas de vue l'idée de faire une conférence sur mon personnage mystère, dont je n'ai toujours pas révélé le nom, et j'en parlerai un jour dans une conférence qui, je vous préviens à l'avance, sera une conférence assez courte. Comptez 30-45 minutes, pas plus. Voilà, donc je vous rends la parole, chers amis. Merci d'être venus écouter cette conférence, et je peux répondre à vos questions si vous en avez, on peut discuter. Eh ben, c'était en tout cas très intéressant. Merci beaucoup, Hérode. Bien de rien. Merci beaucoup, cher Hérode, pour cette conférence et surtout pour placer le contexte de ce 14e siècle qui est malheureusement très méconnu. Hein. J'ai un peu l'impression qu'entre la mort de Saint-Louis et les Valois, juste après, j'ai l'impression qu'il y a un peu un espèce de trou noir, si je veux dire, ou un désert, je ne sais pas, mais peu de personnes connaissent Du Guesclin. Non, mais c'est vrai, un trou noir. Alors, Du Guesclin, honnêtement, je l'ai fait. J'ai fait une blague parce que j'ai mis dans la conférence que j'ai, dans les titres que j'ai fait à l'arrache, sur un personnage un peu connu, mais en fait, il était connu quand même, ça va, c'est très connu même, au moins de nom. Il est connu dans les sphères académiques, dans les sphères, mais
c'est pas, on va dire, dans l'imaginaire collectif, les gens qui s'intéressent un peu à l'histoire, la personne moyenne qui s'intéresse un peu à l'histoire, elle ne sait pas qu'il y avait tant d'intrigues politiques entre ces deux dynasties. Oui. Ah oui, non, mais là-dessus, je suis d'accord, mais le personnage du Guesclin, au moins de nom, il est connu. Voilà, c'est pour ça que j'ai un peu fait une blague. Lui, il est connu. Voilà, c'est pas le personnage que je voulais Oui. faire à la base. Oui. Du Guesclin, il est connu au moins de nom. Mhm. Voilà, moins vaguement, quoi. On sait que c'est quelqu'un qui a fait la guerre dans une époque au Moyen-Âge, quoi. Dans l'imaginaire lambda, j'imagine. Mhm. Au moins. Oui, et encore, mec. Je trouve que tu... Mais c'est pas grave, ça c'est notre débat. Ça, c'est notre Oui, débat. mais Ce que je voulais dire j'ai également, foi, c'est j'ai que... foi dans le peuple colo, malgré ses défauts. Écoute, écoute, ta foi va vite descendre plus tu avanceras. Mais Oui, ceci oui. étant dit, c'est pas si grave que ça. Non, mais je t'embête un peu. Pour être pour revenir au sérieux, hem, j'aurais bien voulu qu'on aille plus sur les rébellions d'Étienne Marcel, parce que peu de gens connaissent Étienne Marcel, Oui. en vrai. Ah ben, pour le coup, c'est un Ça sujet que aurait j'aime été beaucoup sympa de le aussi. faire. Ouais. Oui, moi Bah, aussi. pourquoi pas à l'occasion? Moi Moi, ce que aussi j'aime et beaucoup. ouais, Mais mal voilà. connu aussi, mal Heu, interprété. Les gens font parce qu'il a été récupéré ouais, très mal connu, par la exactement. Ouais, il a par la été gauche. récupéré par la Révolution Mmh. française qui en a fait un pré-révolutionnaire avant l'heure, alors que c'est pas Ouais, vraiment le cas, en fait. c'est ça. C'est autre chose. Alors que c'est pas du tout ça, quoi. Mais bon, et puis moi j'aurais bien voulu et je pense que je vais le faire, continuer sur Charles VI le Fol, tu vois? Ça, c'est quelque chose qui Ah oui, m'intéresserait grandement à faire parce que son règne, il n'est pas si inintéressant que ça. Voilà. oui, oui, mais moi je pense que, pour le coup, on se complète bien parce que toi tu fais le côté, Mmh. Stéphane Baird, le brillant et tout. Moi je fais les Franck backrooms, en Ferrand, fait. s'il te plaît, Franck Ferrand, s'il te Ouais, je plaît. sais pas si c'est mieux. Je n'aime Non, pas mais c'est mieux, Stéphane mais Bern. par exemple, Je sais pas si c'est moi mieux ou si Laurent j'en refais Deutsch. sur le 14e si j'en refais sur le 14e, 15e, soit ce sera sur des thématiques générales, soit ce sera sur des personnages. Mais Oui. si je continue sur des Mmh. personnages, ce sera des personnages moins connus. Mais d'autres mondes, tu vois, pas des rois, d'autres choses. Et il y en D'accord. a, hein. Ouais, Il y en a beaucoup, hein. un sujet plus, social, ouais. Non, Ouais, il y a de quoi faire, hein, dans comme l'histoire de Christine, hein. France, hein. Il y a de quoi faire. Christine de Pisan, hein. C'est ce que j'ai fait, hein. C'est ce que j'ai Exactement, comme commencé, hein. Christine de Pizan moi, ce que j'aimerais bien aussi, il y a des personnages comme ça qui, dans l'histoire de France avec lesquels bah, tout de suite, tu es pris d'un intérêt, tu sais pas pourquoi et ils t'intéressent grandement et plus tu lis, plus tu es attiré par les personnes. Je parle en termes historiques, hein, une espèce de Mmh. curiosité maladive, c'est ça que je veux dire, hein. Pas Oui, de oui. malentendu ici, Bien sûr, bien sûr. voilà. J'y prenais au comptoir. Non, pardon, c'est un truc, un autre truc. Mais oui, ça serait intéressant de faire ça sur Charles VI. Je pense pouvoir en faire une, ouais. Sur Charles VI le Fol, Avec ouais. grand plaisir. Mais bon, on en reparlera une autre fois, D'autres mais en tout cas, moi, j'ai autres beaucoup aimé questions, chers amis, parce que c'est une Romain, personne sur le méconnue. conflit? Oui, autre question. Oui. Oui, c'est vrai qu'il est méconnu, en fait, parce que c'est presque comme un mythe, mais on sait pas vraiment ce qu'il a fait, hein, dans le détail. Et là, tout le monde est muté, je parle dans le vent, hein. Merci. Excusez-moi, j'ai eu des voix d'ailleurs, un certain Messire pas bloqué qui Ah, m'a rompu. Voilà, il est, voilà. Bon, oui, bon, tes relations personnelles, je rigole, c'est une blague. Non, mais pour être, moi, j'ai envie qu'on aille un peu plus loin là-dessus également en disant que, en disant que et et dans un contexte, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est la rivalité entre les Plantagenets et ouais, c'est les Valois, en fait. Enfin, je sais même plus, mais ouais, ça doit être ça, oui. oui, oui, oui. Oui, c'est ça, bah, oui, oui. Hem, ah, c'est ça, oui, Vaillancourt. pardon. Non, mais j'ai eu, non, mais j'ai eu un trou de mémoire, je sais pas ce qui s'est passé. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'après, lui va faire une conférence à Léonore d'Aquitaine. Je pense que ça a été fait par Texon et Rhodes, si je dis pas de bêtises. Je pense qu'on a déjà parlé, la Léonore d'Aquitaine, mais si c'est pas le Non, cas, non, c'est mais pas je pourrais grave. en faire une à l'occasion, Heu, mais après mais ouais, après voilà. Mais après ça, moi c'était avant ça, après après moi c'est je l'ai avant. Ouais. oui, non, mais je l'ai déjà dit au début du serveur, moi je fais des conférences sur des sujets. Comment dire? Faut que ce soit un prétexte pour moi à découvrir des trucs. Je vais pas faire des conférences sur tous les Ouais, sujets que je connais parce que ça n'a aucun intérêt. Faut que ce soit que tu donnant-donnant, quoi. maîtrises. D'où du Oui, Guesclin, quoi, par exactement. exemple. Ouais, ouais, ouais. Moi, j'aurais bien aimé, tu vois, par exemple, il y en a un qui me plaît bien, ça se passe juste après au 40e, 16e. C'est celui qui, Ouais. tu sais, c'est le patron des Armagnacs. Comment il s'appelle? Et de la Ligue, tu vois? Bern
et de la Ligue. Les Armagnac. Mais attends, les Armagnac, quelle période? Oui. Armagnac-Bourguignon ou après? Après, plus guerre de religion. Tu vois D'accord, oui. comment il Les s'appelle Guises? Non. avec la Ligue. Ah non, pardon. Les Guises, voilà. Oui, c'est Les ça. Guises. C'est ça. Oui. C'est ça, duc de Guise. Oui. J'aimerais bien faire ça sur le duc de Guise parce que c'est un personnage fascinant pour moi, ce mec-là. Donc je pense que je vais en faire un d'ici la fin de l'été ou peut-être à la rentrée, je pense. Et voilà quoi. Et comment j'aime beaucoup bon voilà avec les Valois. Hein, je vais pas raconter tout pour le coup, mais il y a des choses avec les Valois. Il y a bref, peu importe. Les guerres de religion, c'est un sujet fascinant et j'aimerais bien faire une petite rétrospective pour pouvoir mettre l'histoire dans son contexte, tu vois. Parce qu'il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de choses qui sont reprochées aux Huguenots à juste titre, il n'y a pas de problème. Mais tu peux pas leur imputer toute la chose et la Ligue a beaucoup de choses à se reprocher. Voilà. D'accord. Oui, non, mais bien sûr. Tout n'est pas tout blanc, tout noir. Hein. Nous sommes d'accord. Non, tout n'est pas tout blanc, tout noir et comme tu l'as dit si bien, c'est une période que je connais en superficialité, mais pas forcément dans les détails et ça j'aurais besoin d'un peu de temps pour l'étudier pour pouvoir vous proposer une conférence de qualité. Voilà. Eh bien, c'est de belles choses en perspective sur la cathédrale, ça fait plaisir. On va se recentrer sur l'histoire de France parce que l'Italie c'est bien, mais c'est pas nous. Moi, je réfléchissais pour revenir sur l'islam, mais honnêtement, Ah! Ah d'accord, tu me relances. Tu remets une pièce dans le jukebox toi, hein? c'est ça. C'est pour vous dire, Et j'ai puis pensé surtout à en faire une. ouais, ouais. Allez-y. Non, je voulais juste dire et je terminerai là-dessus et voilà, une petite pensée pour Yann quand on parlera d'un des Valois qui a été élu roi de Pologne et qui s'est barré avec la caisse. Oui, Voilà. oui. Voilà. Ah, on en Voilà. Je vois parlera. très bien, Ça, oui. mais non, c'est une vraie histoire. C'est une vraie histoire, Yann, hein. Ouais. Oui, bah oui. Connais un peu Et ton c'est Henri pays, III hein. d'ailleurs, non? C'est pas Henri III? Exactement, Je ne suis exactement, pas, c'est lui-même. Non, c'est je ne Oui. suis Charles pas, IX, non? je ne Non. suis pas Non, étonné Charles parce que IX, je sais ah qu'il bon. y a une histoire. Je sais qu'il y a une période de l'histoire où la Pologne justement avait une espèce de monarchie Élective, ouais. Élective. élective Élective. et qu'il y avait ce genre de délire qui se passait quoi. Il y avait Les même des électorats terres. biscuits. En fait, la Pologne a même été démantelée à cause de son système politique. Oui. Ce serait intéressant que tu nous fasses une conférence là-dessus, cher Yann. Aïe aïe aïe. Tu vas me faire faire une Ah, conférence. En plus, c'est bien, ça va m'apprendre pas mal de choses. Donc, vas-y, oui, un peu quand même. Ouais. Non, mais ça, je vais pas, on force à rien ici, tu le sais très bien. Je propose, tu disposes. Mais l'idée étant que ça peut être intéressant de. Ouais, ouais, oui, je pense que je vais faire les deux. Charles VI d'un côté et les guerres de religion un peu de l'autre, et je vais essayer de faire. Voilà. On va partir de la mort d'Henri II. Voilà. On partira de la mort d'Henri II et de Montgomery au tournoi. On partira de là avec Marie Médicis, les trois enfants, et voilà. Enfin bref. Voilà, j'en parlerai. Ça, j'en parlerai. Ça, c'est une période qui me passionne, figurez-vous. Voilà. moi, je Bon, pense voilà. que je vais en faire deux aussi. C'est quoi, tu m'as chauffé. Je pense que Bah oui, oui, bah oui. je vais essayer de faire la conférence sur justement le premier démantèlement de la Pologne et Mhm. deuxième conférence, je vais la faire sur Délibère. Ouais, c'est moi, je vais la faire sur Délibère. Ok. Bah voilà, tu vois. Dernièrement, j'ai découvert Eh ce bien, personnage écoutez. historique. Il est incroyable. Enfin, je trouve qu'il a une classe et en même temps, il y a un côté tragique dans sa vie privée, dans la fin de sa vie, justement, où il est tombé en Mm, disgrâce assez mm, injustement. mm. Voilà, j'ai bien aimé. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, Oui, c'est c'est vrai. vrai. Non, Alors, mais Très ça gros peut être très sujet, intéressant pour nous. alors qu'il Ouais. est resté, Tu tu peux même vois, le lui, faire en deux parties. jusqu'à la fin, ouais, jusqu'à la fin, il est resté, voilà, fidèle à, ce, à son empire, fidèle à son épouse qui, elle, voilà, c'est un est-ce homme que de Plastic Man valeur. avait. Est-ce que Plastic Man, tu as des questions ou parce que sinon je vais couper l'enregistrement? Es-tu avec nous, Non, Plastic Man? non, c'était très bien. Rien à redire, ouais, c'est pas de questions particulières, mais ouais, c'était très intéressant.
Ok, bah du coup, on va pouvoir couper. Moi, je dis, je l'avais faite parce que j'avais promis sur le 14e, mais je voulais pas vraiment la faire sur Bertrand, mais je me suis dit, l'occasion fait le larron. En plus, j'ai lu un gros pavé là-dessus sur le sujet, donc je me suis dit, pourquoi pas. Mais du coup, elle reste dans les tiroirs, celle sur ce fameux personnage mystère. C'est Elle reste dans les Nostradamus, le personnage mystère. C'est Ouais. Nostradamus, voilà. Quel fameux tiroirs. saut. Non, non. C'est Nostradamus, le personnage mystère. Non, mais non, non.